D'accord, alors bonjour à tout le monde. Comme Karim l'a dit, on va présenter Ixion, qui est un logiciel qui a été développé depuis assez longtemps, à l'origine pour servir surtout pour les satellites, je dirais, du LMD, mais qui peut s'étendre à tous les satellites. Donc voilà le genre de résultats que nous pouvons obtenir. La contribution de Karim n'est pas uniquement de parler aujourd'hui, il a beaucoup travaillé pour l'application web justement du logiciel. Donc, juste un peu de mécanique spatiale, pas beaucoup. Lorsqu'on étudie le mouvement d'un satellite, il y a en fait deux méthodes. La première, qui est la méthode qui est utilisée le plus, qui est utilisée par les agences spatiales, c'est ce qu'on appelle la méthode numérique. C'est une méthode qui calcule les forces qui viennent de tous les objets, que ce soit la Terre, la Lune, les planètes, qui agissent sur le satellite, et en intégrant deux fois la dérivée seconde, qui est équivalent à la force, comme vous savez, on obtient la position. Cette méthode est très précise. On peut arriver à des positions au centimètre près, excusez-moi, mais elle est très lourde, elle demande une application numérique très forte, très grosse, et les résultats ne sont pas faciles à exploiter. Vous avez des listings de chiffres il faut être vraiment spécialiste. L'autre méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode analytique, qui date depuis, je ne dirais pas Kepler, mais plutôt Lagrange, qui a repris les équations de Kepler et de Newton et qui a ajouté la théorie des perturbations. Et cette méthode analytique, avec les équations de Lagrange, permet d'avoir une bonne précision. Elle est moins précise, évidemment, puisque la position de la trace sera de l'ordre de la centaine de mètres. Elle est rapide. Vous l'avez en un clic lorsque vous utilisez Ixion. Et les résultats sont très parlants, à savoir qu'on comprend ce que c'est que le mouvement de précession, la variation d'altitude, etc. Que dans la méthode numérique, on ne voit pas, on ne la voit que si on a les listings de chiffres. C'est cette méthode qui est utilisée par Ixion, la méthode analytique. Donc Ixion se présente sous deux formes, si on peut dire. La première, c'est la forme Linux, qui utilise un logiciel graphique qui s'appelle Dislin. Et la deuxième, c'est là que l'apport de Karim a été fondamental, c'est la version web. Alors, il y a beaucoup plus de fonctionnalités dans la version Linux, mais il y a certaines fonctions qu'on ne trouve que dans le web, comme je vais vous montrer. Voilà les résultats que l'on peut obtenir. J'ai beaucoup travaillé, il faut dire, le côté graphique et cartographie, mais vous voyez qu'on a quand même des résultats qui sont faits, précis. Là, c'est l'orbite de mégatropique sur 7 jours, par exemple, qui est une orbite phasée, c'est-à-dire qu'elle repasse toujours au bout de 7 jours sur la même trace. Donc voilà, si on peut dire, l'enveloppe de la Terre par mégatropique. Ça, c'est juste un petit clin d'œil cartographique. Vous voyez, on peut arriver à avoir des projections originales, et Olivier vous en parlera aussi. Une autre méthode est de mettre Ixion version web. Donc vous voyez que là, on peut obtenir sur Google Maps les traces des satellites, comme ici le satellite Molnia, qui est un satellite russe avec une orbite très excentrée. On peut aussi obtenir des vidéos. Là, c'est l'Université libre de Bruxelles qui a fait ça avec le Latmos. Et Maya Georges, qui est dans les parages, je pense. Et on voit comment on peut simuler le vol de méthope A et méthope B et qu'il passe au-dessus de Bruxelles aux 3 heures qui sont indiquées ici sur le côté. Pour Mars, c'est exactement la même chose que la Terre, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes fonctionnalités, y compris tout ce qui concerne le Soleil et tout ce qu'on veut. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas, comme on va voir, de données NORAD pour Mars. Mais Mars donne de très bons résultats. Alors, un peu de
explication quand même. Lorsqu'on veut connaître la trajectoire d'un satellite dans le ciel, il faut 6 paramètres qu'on appelle les 6 paramètres orbitaux de Kepler. En fait, il faut 6 paramètres, ça peut être les 3 de vitesse et les 3 de position. Il faut qu'il y en ait 6, dont une longueur. Kepler avait choisi cela et ils sont encore très intéressants. Je vais vous les expliquer rapidement. Et une fois qu'on a écrit des équations de propagation du satellite, il faut à un moment donné savoir où il est. Et c'est un peu le top départ, si vous voulez. En général, c'est le passage à l'équateur, on est ascendant, ça peut être n'importe où, mais il faut qu'à un moment donné, on sache où est le satellite réel, je dirais. Alors, on utilise un organisme qui s'appelle NORAD et qui, depuis la fin de la guerre froide, diffuse les données à tout le monde. Alors, NORAD, c'est un organisme américain qui, avec des radars, repère la position des satellites et puis fournit ces fameux 6 éléments keplériens. Alors, ça fait beaucoup de chiffres, c'est pas mystique ni mystérieux, mais il faut pouvoir les décoder. Et heureusement, vous avez Ixion pour les décoder. Donc, c'est nous qui le faisons. On va chercher ces données pour obtenir donc la trajectoire du satellite. Alors, pour ceux que ça intéresse un peu, quels sont ces 6 paramètres? Eh bien, c'est d'abord, je dirais, le demi-grand axe, c'est-à-dire, vous savez que l'ellipse est un grand axe, eh bien, en coupant 2, c'est le demi-grand axe. Si c'est une orbite circulaire, c'est le rayon du cercle, tout simplement. E, c'est l'excentricité. Si c'est une orbite circulaire, elle est nulle. I, c'est l'inclinaison par rapport à l'équateur. Si c'est une orbite équatoriale comme les géostationnaires, elle est nulle. Et puis les 3 angles ici que vous avez déterminent la position en fait du plan de l'orbite par rapport à l'équateur. C'est ce qu'on appelle donc l'ascension droite, l'argument du périgée, l'anomalie moyenne. Je n'insiste pas là-dessus. Je dirais simplement que NORAD ne fournit pas directement ces 6 valeurs. Il donne le nombre de révolutions par jour. Et donc, vous allez dire, il suffit d'appliquer la formule de Kepler qui dit que la période au carré est proportionnelle au demi-grand axe au cube, mais cette formule de Kepler ne tient pas compte des perturbations. Donc, il faut obligatoirement avoir un logiciel de propagation, comme Ixion ou un autre, pour passer du nombre de révolutions au demi-grand axe. L'autre point un peu critique, c'est que cet angle oméga, il est donné par rapport au point vernal, donc c'est une notion astronomique, et nous voulons connaître l'ascension droite par rapport, évidemment, aux longitudes terrestres. Donc ça demande un calcul astronomique, disons. Voilà. Le résultat, c'est que si on fait appel au CNES, qui est un logiciel extrêmement performant qui s'appelle JINS, avec un satellite qui s'appelle Starlet, qui a été lancé par le CNES exprès pour faire des vérifications de données, eh bien, on voit que si on utilise Ixion avec les données de NORAD, donc, qui sont déjà vieilles avec 7 jours d'avance, eh bien, on voit que le résultat d'Ixion est quand même très bon. Il y a un tout petit décalage ici. Si on avait pris des données du jour même, on ne le verrait même pas. Un autre exemple, si vous faites tourner Ixion pendant, si vous prenez une orbite satellite sur 10 jours, si on prend Jason 1, 2, 3, comme Topex Poseidon, ce sont des satellites qui sont phasés sur 10 jours, c'est-à-dire qu'au bout de 10 jours, ils repassent exactement sur la trace. Donc, si vous tracez sur 10 jours, vous êtes sûr de voir où il va passer. Et Jason a une particularité, il faut qu'il passe sur un petit îlot qui s'appelle Lampione, qui n'est pas marqué sur les cartes Google Maps, mais qui est à côté de Lampedusa, une île qui est célèbre pour d'autres raisons. Et donc, vous voyez ici très bien que l'orbite de Jason passe exactement au milieu de l'îlot, ce qui montre à la fois que Jason est très bien maintenu par le CNES et que Ixion marche bien. Un exemple ici, lorsque on étudie la trace d'un satellite avec
7 jours à l'avance ou le jour même, on voit que vous avez un petit décalage. Je parle de ceci parce que ce sont des croisements de traces. J'ai entendu dire que des gens de CLS voulaient travailler là-dessus. Ixion calcule très bien les croisements de traces. Je parle de croisement de traces d'un même satellite sur sa propre trace. Alors ça avait été un des gros travaux qu'on avait fait, avec Olivier. La NASA avait un satellite qui s'appelle Terra, et sur lequel un instrument est capable de changer d'orientation pour le balayage. Et donc, pour se mettre parallèle avec l'instrument Scarab de Mégatropique, je dirais notre satellite franco-indien, ils étaient d'accord pour faire ce changement à condition qu'on leur donne à l'avance l'instant précis et l'angle d'orientation. Donc, nous avons travaillé une première fois pendant plus d'un mois avec Olivier. Toutes les semaines, on envoyait des prédictions entre 5 et 12 jours. Voilà, et au bout d'un mois, on a vu que les résultats étaient très bons. On avait obtenu une précision de la seconde et pour les angles, le dixième de degré. Cette expérience a été refaite ensuite 3 ans après et 4 ans après, parce qu'elle avait donné de très bons résultats. Les résultats que donne NORAD donc, permettent d'avoir des valeurs précises. Ici, je vous montre pour l'altitude mégatropique, comment on voit comment elle descend doucement et puis comment elle est remise. Et donc, on peut très, très bien vérifier toutes les remises en orbite qui sont faites par l'organisme ISRO dans ce cas, ou CNES ou NASA dans d'autres. Un autre exemple, le fait qu'on conserve en historique les données NORAD et qu'on les interprète. Ici, je vous montre un satellite géostationnaire. Vous voyez l'orbite qui décroît tout lentement et tout à coup, on lui a fait changer l'altitude. C'était pour que, alors en bleu, vous avez l'altitude et en noir, vous avez la longitude de stationnement. Donc, vous voyez qu'ici, au début, il était à -4, c'est-à-dire à 4 degrés ouest, il était en réserve en fait. Et grâce à la manœuvre de baisser l'altitude pendant une dizaine de jours, il a été amené à la longitude 0. Vous remarquez aussi cette dérive parabolique qui est caractéristique des satellites géosynchrones, géostationnaires. Pour les gens qui s'intéressent à Métop aussi, eh bien, vous voyez que l'heure à laquelle il passe, qui est 21h30, alors ici c'est marqué 21h50 parce que c'est en heure décimale, eh bien, vous voyez qu'elle est très très bien maintenue à quelques minutes près, mais que cette dérive qui est parabolique aussi dans ce cas, ça se démontre facilement, ça, est liée en fait à la décroissance de l'inclinaison. Donc chaque fois qu'on remet l'inclinaison, eh bien l'heure redevient à la bonne heure. Ça c'est un peu plus technique, mais vous avez ici le périgée de satellite de Terra. Alors ces crochets que vous voyez là, en réalité c'est continu, parce que quand il est à 60 degrés, il va à 0 et puis il continue. Hein. Et donc cette dérive continue du périgée, on peut la bloquer, ça s'appelle un périgée gelé, et vous voyez qu'on voit très très bien ici, grâce à ces résultats, le maintien en orbite. Dernier exemple que je donne pour l'inclinaison. L'inclinaison de mégatropique, elle est maintenue, vous voyez, à 3 millièmes de degré. Ces variations là, sont dues aux perturbations dues à la Lune, au Soleil, etc. Au début, c'était un peu chamboulé ici. Pourquoi? Parce que il y avait à bord de mégatropique un instrument qui ne marchait pas très bien et en plus qui tournait par rond. Et le fait qu'il tourne par rond déstabilisait finalement légèrement la plateforme. Et un jour donné, au début 2013, on a décidé d'arrêter cet instrument. Et vous voyez que dès que l'instrument a été arrêté, eh bien, l'inclinaison est devenue parfaitement nominale. Dans la mesure où Ixion calcule à chaque instant la position du satellite, mais aussi les angles solaires, on peut tracer avec Ixion, par une couleur par exemple, l'heure qu'il est, l'heure solaire évidemment. Alors vous voyez ici les couleurs chaudes, disons, toutes faites pour la journée.
les couleurs froides pour la nuit. Et vous avez ici l'exemple d'un satellite, c'était un projet, un très joli projet, avec une orbite excentrée, héliosynchrone, et pour laquelle l'hémisphère nord est toujours vu de jour. Autre exemple avec mégatropique, lui n'est pas héliosynchrone, donc l'heure à laquelle le satellite survole une région varie, mais il y a des configurations, vous voyez, où par exemple c'est que l'hémisphère nord qui est vu de jour. Donc si vous êtes à Madagascar et que vous attendez une donnée de jour, ben, vous pourrez toujours attendre. Il faut attendre un moment, il faut attendre que se passe ce qu'on appelle le cycle par rapport au Soleil, qui est de 51 jours. Donc, si on attend quelques jours après, évidemment, on va avoir cette configuration, puis celle-là, et puis un demi-cycle après, c'est-à-dire 26 jours après, vous avez la configuration inverse, c'est-à-dire que l'hémisphère nord est vu de nuit et l'hémisphère sud de jour. Voilà donc, vous voyez, une jolie utilisation qu'on peut faire des heures locales. Olivier parlera encore de ça, des vues locales. Donc vous êtes à un endroit donné, vous choisissez ici Toulouse, vous choisissez un satellite et vous avez un graphique. Les azimuts sont par rapport au nord sont en vraie valeur et ce que l'on voit avec les cercles concentriques, eh bien c'est les angles zénithaux, c'est-à-dire que 0 correspond au zénith et plus vous allez vers 90, plus vous allez sur l'horizon. Le cercle bleu ici indique que on a pris une limite à 10 degrés. Donc vous avez, si le satellite passe de jour, de nuit, s'il est visible, etc., tout ça est marqué dans le tableau d'à côté. Vous obtenez ça avec aussi Ixion, bien sûr. Là, c'est un exemple avec la station spatiale. Autre exemple, on peut détecter quand est-ce qu'il y a éclipse, c'est-à-dire quand est-ce que le satellite ne reçoit pas la lumière du Soleil parce qu'il est caché par la Terre. Vous avez cet exemple ici avec mon lien. Vous voyez qu'à 2 reprises, même si l'orbite est très haut, eh bien, il arrive un moment où elle passe quand même dans l'ombre de la Terre. Autre cas que peut traiter Ixion, c'est les coïncidences entre 2 satellites. Lorsque Métope et Aqua, par exemple, vont voir les mêmes scènes aux instants. Alors on se fixe évidemment une différence de temps, ici c'est plus ou moins un quart d'heure, plus ou moins 15 minutes. Et voilà le résultat, par exemple, eh bien, entre Métope qui passe à 9h30 et Aqua qui passe à 13h30, il ne faut pas espérer beaucoup de superposition, si ce n'est près des pôles. Ça s'explique assez facilement. Autre exemple, lorsque nous avons fait les coïncidences entre mégatropiques et Terra, voilà toutes les coïncidences qu'on pouvait trouver pour un jour donné. Je signale qu'il y a des jours où il n'y a pas de coïncidence, mais un autre jour, il y a toutes celles-ci. Autre exemple que peut traiter Ixion, c'est ce qu'on appelle les radiooccultations. Lorsqu'un satellite reçoit le signal d'un GPS, il y a un moment donné où ce signal va traverser l'atmosphère. Dans ce cas, il est dévié. Cette déviation, qui est enregistrée d'autant plus que le signal du satellite est très précis, cette déviation donne une information sur la teneur en eau dans l'atmosphère. Et donc, c'est très utilisé actuellement par la météo. Et vous voyez donc un satellite GPS pendant 14 jours avec mégatropique donne toutes ces radiooccultations. Là encore, vous voyez qu'une moitié de la Terre. Et si c'est 21 jours, vous voyez les autres. Et donc, Ixion permet de les visualiser avec précision et en 3D, en fait. Nous passons au fauché maintenant. Alors, une représentation de la fauché que vous voyez ici. En rouge, ici, c'est l'orbite elle-même du satellite. Puis, au nadir, c'est-à-dire perpendiculairement au sol, vous avez un trait, ainsi que les deux fauchés extrêmes, à droite et à gauche, pour ce satellite Scarab sur mégatropique. Alors, voilà ce qu'on obtient avec Google Maps. Vous allez dire c'est plus joli, effectivement.
On a de très bons résultats. On peut le voir aussi en vidéo, bien sûr. Alors tout ça, ça nous mène à ce qu'on appelle l'échantillonnage. Alors, pour l'échantillonnage, il faut fixer une fauchée d'instruments, voilà, mégatropique, avec un instrument qui est une fauchée conique. Bon, c'est celui-là qui n'a pas marché très bien. Et un instrument avec une fauchée orthogonale, celui-là, il marche très bien. Donc, vous voyez, pour un même satellite, vous avez les deux fauchées qui apparaissent. Vous remarquez que dans Ixion, la légende est toujours très, très explicite. Et vous voyez que la seule chose qui bouge, là, c'est justement les renseignements sur les fauchées. Voilà un exemple donc, sur toute la Terre pour mégatropique. Pour TRIM, ça c'est pour faire plaisir à Karim, un satellite militaire américain, etc. Alors, comment on lit un tableau d'échantillonnage? Il ne faut pas avoir peur. À gauche, sur les ordonnées, si vous voulez, vous avez les jours du mois. Alors, vous pourrez commencer quand vous voulez, évidemment. En général, on commence le premier du mois, mais on fait ce qu'on veut. Donc, on a du 1 au 31. Et sur l'axe des abscisses, vous avez les heures. Il s'agit toujours des heures solaires, hein, entre 0 et 24, le temps solaire moyen. Qu'est-ce qu'on voit ici avec Aqua, qui est héliosynchrone? Eh bien, on voit qu'il passe toujours à peu près à la même heure, à 13h30 ou à 1h30. On ne va pas rentrer dans les détails sur le... Il faut simplement voir que chaque fois qu'il y a un triangle, c'est que le satellite a été vu par le point considéré. Ici, ce point considéré, c'est 0 de latitude, c'est marqué là, et 75 de longitude. Si vous allez un peu plus au nord, à 10 degrés, eh bien, on a en gros le même résultat parce que pour un satellite héliosynchrone qui est presque perpendiculaire à l'équateur, bah, ça ne change pas grand-chose. Prenons mégatropique, vous voyez que lui n'est pas héliosynchrone, l'heure varie sans cesse selon une tendance. Et à 0 degré, voilà ce qu'on obtient. Et vous allez voir qu'à 10 degrés, tout change. À 10 degrés, il y a beaucoup plus de passages. Et c'est ça un des avantages évidemment de mégatropique. C'est pour les zones tropicales, d'où son nom mégatropique, d'échantillonner très bien les zones tropicales. Je donne un exemple ici. Mégatropique présente 6 passages consécutifs. Alors vous allez me dire, des fois, effectivement, il n'y en a pas, mais parfois il y en a 6 en suivant. Donc un exemple qui a été fait par l'ISRO avec le satellite Saphir. Voici les jours concernés. J'ai superposé les 6. Alors vous voyez que l'heure du premier, il y a marqué 10 heures. Il s'agit de l'heure TU. En Inde, il y a 5h30 d'avance. Donc par rapport au Soleil, il est déjà 15h30. Donc vous allez voir que cette première vue de l'ouragan correspond à ceci puis cela. Et donc on retrouve chaque vue du satellite sur l'échantillonnage, ce qui permettait donc de prévoir beaucoup de choses si on voulait. L'échantillonnage vous donne aussi des statistiques sur le nombre de fois que l'on voit le satellite. Par exemple ici, vous voyez que avec l'instrument Scarab, eh bien, c'est les latitudes entre 15 et 10 degrés qui sont privilégiées. Au-delà de 30, évidemment, on ne voit plus rien. Ça s'appelle mégatropique, ça ne s'appelle pas mégapôle. Autre atout de Ixion, c'est de voir ce qu'on appelle le sunglint. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est une fauchée conique. Chaque point représente une observation. Et si le point est coloré et un peu grossier, ça veut dire qu'il reçoit le soleil dans la figure. Et c'est ce qu'on appelle le sunglint. Ce qui peut être un inconvénient. Par bonheur, il y a eu le 12 juillet 2010 une catastrophe pétrolière de la BP dans le golfe du Mexique. Je dis par bonheur parce que comme ça a permis de mettre en évidence le sunglint. Et lorsque l'on met Ixion pour ce satellite ce jour-là, eh bien, on voit très clairement que le sunglint
correspond à ce que donne la photo. Une fonctionnalité qu'on ne trouve que dans Ixion Web, c'est le suivi en temps réel. Et là, vous verrez, on vous en reparlera. Suivi en temps réel, il est évident que si le satellite explose à ce moment donné, vous continuerez à le voir pendant un jour. Mais le lendemain, quand il n'y aura plus de données NORAD, on vous dira qu'il n'y a plus de satellite. Alors, je vous ai montré Mars. Je vous montre par exemple Mercure. Eh bien, sur Mercure ou les autres planètes, il y a moins de fonctionnalités que la Terre ou Mars, mais on peut réaliser des orbites, vous voyez, comme celle-ci. En bas, c'est le document de la NASA. En haut, c'est ce qui a été réalisé par Ixion. De même pour le satellite autour d'un astéroïde qui s'appelle Vesta. Vous voyez que Ixion donne de résultats très semblables. Pour Saturne, il y a un groupe au LMD avec Émeric Spiga et Sandrine Gerlet qui étudie Saturne et qui a besoin de connaître quand est-ce que les anneaux font de l'ombre. Donc là, vous avez un dessin de Saturne avec des anneaux autour, et puis sur la gauche, vous voyez l'ombre qui est portée sur la planète, parce que le Soleil vient en fait ce jour-là, qui est marqué quelque part, je ne sais pas où, le jour est noté, eh bien le Soleil arrive du haut. Voilà, je termine par quelques références en même temps en publicité pour les deux livres qui vous racontent tout ce que je viens de vous raconter. Bon, ils ont pris des années, là je vous ai mis que pendant demi-heure. Et je vais laisser la parole, puisque j'ai tenu la demi-heure prévue, je vais laisser la parole à la suite de ce webinaire. Très bien. Merci Michel. Donc, passer la parole maintenant à Olivier Chaumette, donc, qui va vous présenter plus en détail le Ixion Web, comment le logiciel fonctionne, comment à partir du logiciel, en fait, vous pouvez obtenir toutes les courbes et ce que Michel vous a présenté. Alors, en même temps que je passe la main à Olivier, juste vous repréciser que donc vous pouvez poser des questions dans le système de questions de GoToWebinar. Par défaut, vous ne pouvez pas prendre la parole pour l'instant. Si vous voulez prendre la parole au moment des questions, donc on vous permettra de poser les questions éventuellement de vive voix après les présentations. Dans ce cas, vous avez un système pour lever la main et je vous passerai la parole après les présentations. Voilà. Olivier, je te donne la main. Oui, bonjour. Donc c'est bon, vous voyez tous mon écran? Donc moi, je vais vous présenter la version du logiciel Ixion accessible sur le web. Donc en fait, il va y avoir beaucoup de redites avec ce que vient de dire Michel, mais je vais vous montrer comment obtenir les figures qu'il nous a montrées. Donc la présentation va être une présentation classique, c'est-à-dire un PowerPoint. En fait, on aurait aimé vous présenter le logiciel en vous montrant en temps réel comment faire. Mais le flux vidéo aurait été vraiment beaucoup trop haché. On a essayé et c'était trop haché. Donc ici, vous avez l'adresse d'Ixion. Mais si vous tapez Ixion et orbitographie dans n'importe quel moteur de recherche, vous obtiendrez en premier résultat cette adresse-là. Voilà comment se présente la page d'Ixion Web. Donc on voit tout de suite qu'il y a trois grandes parties et des encarts sur la gauche. Donc la première partie, c'est le choix du corps attractif. Donc on peut choisir de tracer des orbites autour de la Terre, mais comme vous a montré Michel, on peut choisir aussi de tracer des orbites autour de Mars, Vénus, etc. et même de quelques satellites naturels comme la Lune. Donc la deuxième partie, c'est là où vous allez choisir le satellite dont vous voulez tracer l'orbite. C'est dans cette partie, comme vous l'a dit Michel, il y a différents types d'orbites. Donc je vais revenir plus tard sur ce point-là. Alors, Olivier, excuse-moi, je t'interromps parce qu'on me signale qu'on ne voit pas tes slides. Certains participants ne voient pas tes slides. Pourtant, je les vois. Moi, je vois très bien. Oui, mais plusieurs personnes m'ont signalé qu'ils ne voyaient pas les slides. Je vais vous demander, est-ce que vous pouvez justement lever la main pour ceux qui ne voient pas le slide?
Juste voir si c'est... Ok, c'est visiblement tout ce qui passe par le web. Alors, on va essayer de... Pourtant, moi, je le vois très bien. J'annule juste le partage un moment. Alors, si tu peux rediffuser. Est-ce que c'est bon là? Là, je rediffuse. C'est bon. Apparemment, c'est bon pour tout le monde. J'ai un utilisateur. Ouais. Donc, bon, je reprends à celle-là. Hein. Donc, pour l'adresse web, il suffit juste de taper ixion et orbitographie dans n'importe quel moteur de recherche. Donc, je reprends sur ce slide-là. Donc, là, c'est la page web, telle que vous l'obtiendrez quand vous arrivez sur Ixion Web. Donc, avec 3 grandes parties, plus des encarts sur la gauche. Donc, j'ai dit que la première partie, c'est à cet endroit que vous pouvez choisir les corps attractifs. Donc, ici, la Terre, Mars, d'autres planètes ici, et des satellites naturels comme la Lune. Ensuite, dans cet encart, vous pouvez choisir le satellite. Donc, je reviendrai plus tard sur le choix. Mais comme vous l'a montré Michel, Ixion ne se limite pas à tracer des orbites, et le choix de type de sortie est dans cet encart, avec donc l'orbite ici, mais aussi quelques applications et l'échantillonnage. Et enfin, un encart sur la gauche avec beaucoup de choses, mais que je vous détaillerai au fur et à mesure de la présentation. Donc, pour la suite de la présentation, on va se contenter du choix du corps attractif Terre. Pour la Terre, nous avons à droite ici, là, cette fenêtre, où vous pouvez choisir différents modèles gravitationnels. Et pour chaque corps attractif, que ce soit Terre, Mars, Vénus, la Lune, ça, vous avez des données géodésiques et astronomiques. Donc, si je clique là-dessus, vous avez ce transparent. Donc, bon, là, c'est juste des petites captures d'écran, mais il y a beaucoup d'autres paramètres que si vous avez cliqué dessus. Donc là, par exemple, sur les données astronomiques de la Terre, vous avez, par exemple, la vitesse de rotation. Sur les données géodésiques, vous avez l'aplatissement de la Terre, les rayons de la Terre, etc. Donc maintenant, pour le choix du satellite. Donc, la manière la plus simple pour choisir votre satellite, c'est de taper le nom dans le petit moteur de recherche en haut à droite. Donc là, j'ai tapé Jason 3. Donc Jason 3 apparaît ici dans la liste Earth Resources et dans orbite réelle. Alors pourquoi il apparaît dans orbite réelle? C'est parce que Jason 3 est actuellement en orbite. Et si j'avais tapé Jason 2, il serait également apparu dans orbite réelle, mais avec un pop-up en disant que Jason 2 n'est plus en orbite actuellement, mais qu'il l'a été il y a quelques années. Donc vous pourriez tracer des orbites de Jason 2 d'il y a quelques années. Donc ensuite, on a orbite théorique ici. On peut choisir orbite théorique. Alors, par exemple, ce sont des satellites qui ne sont pas en orbite, mais qu'on a projeté de lancer prochainement, par exemple. Donc, on connaît les caractéristiques orbitales, on les rentre dans Ixion. Et Ixion nous permet de tracer des orbites de satellites qui n'existent pas encore, mais sur lesquels on travaille. Et enfin, si vous connaissez les 2 lignes NORAD, vous pouvez également choisir votre satellite de cette façon. Donc, par exemple, les 2 lignes NORAD, si je clique sur Two Lines Element NORAD, j'ai ça. Et il faut que je copie-colle les 2 lignes NORAD. Donc, pour les lignes NORAD, vous avez ce site web qui recense tous les satellites NORAD. C'est lestrac.com. Là, par exemple, j'ai surligné Jason 3, ici. Donc, il suffit que je copie-colle les lignes NORAD de Jason 3 dans Ixion, j'envoie, et hop, j'ai le satellite. Donc, une fois que j'ai choisi mon satellite, ici, à gauche, dans le carré rouge, apparaît quelques éléments, un menu. Donc, avec quelques éléments comme éléments orbitaux déduits de NORAD, caractéristiques orbitales, caractéristiques de phasage, des annexes et historique de paramètres orbitaux. Donc, je vais vous montrer, si vous cliquez sur chacun d'eux, ce que ça donne. Alors là aussi, ce sont juste des petites captures d'écran, je n'ai pas tout mis. Donc, par exemple, dans éléments orbitaux, on retrouve les 2 lignes NORAD ici. On retrouve des informations comme l'année de lancement, son numéro d'immatriculation, le nombre de révolutions par jour,
On peut retrouver ici 20 853, c'est-à-dire que quand j'ai fait cette capture d'écran, Jason avait déjà fait 20 853 tours de Terre. Dans les caractéristiques orbitales, on retrouve plein de choses. Par exemple, ici, j'ai l'altitude apogée et périgée. On voit que les deux altitudes sont assez semblables parce que l'excentricité de l'orbite de Jason 3 est faible, ce qu'on retrouve aussi ici. On retrouve plein d'autres choses. Ensuite, ici, on retrouve aussi dans les orbites, dans le phasage, on retrouve le triplet de phasage ici, dont vous a parlé Michel tout à l'heure, et notamment ce chiffre 10, c'est-à-dire que Jason est phasé 10 jours, c'est-à-dire qu'au bout de 10 jours, il repassera exactement sur sa trace. Donc là, c'est le nombre de tours de Jason, enfin la partie entière du nombre de tours de Jason par jour, et là, 127, ça fait que Jason fait 127 tours de Terre pendant ces 10 jours de phasage. Donc Michel vous a montré ça aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, juste vous montrer que Jason, l'altitude de Jason décroît avec le temps et le CNES la recale de manière très précise, puisque entre le min et max ici, il y a seulement 10 mètres, moins de 10 mètres. Donc ce qui fait que le phasage de Jason, le phasage de 10 jours, est parfaitement respecté. On va voir ça tout à l'heure. Donc avant de tracer notre première orbite, il nous reste encore deux petites choses à faire. Donc le choix orbite et fauché et le choix de la cartographie. Donc pour le choix de orbite et fauché, j'ai le choix du nombre de jours, si je veux tracer un jour d'orbite, 2 jours d'orbite, etc. J'ai le choix de la date de début du tracé, si je veux tracer à partir d'aujourd'hui ou d'hier ou de demain. J'ai le choix du pas de calcul, ça c'est important pour, c'est pas trop important pour les figures, mais c'est important si vous voulez les résultats, les fichiers résultats. Donc vous pouvez, le pas par exemple, vous avez un point toutes les secondes, un point toutes les 10 secondes, 20 secondes, 1 minute. Et le choix de mettre une fauchée ou de ne pas mettre une fauchée. Et si on choisit de mettre une fauchée, on peut la choisir conique, on peut la choisir perpendiculaire à la trace, avec les angles de demi-fauchée qui vont avec. Donc pour la cartographie, on a deux choix aussi possibles. Donc soit utiliser Google, en fait 3 choix, puisqu'on peut utiliser Google Maps et Google Earth, soit Cartoatlas. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Maintenant, je clique sur trace simple, et voilà ce que j'obtiens. Donc ce que j'obtiens ici, c'est un jour d'orbite de Jason 3. À gauche, vous avez sur Google Maps, avec toujours sur Ixion plein de paramètres orbitaux ici, de Jason 3. À droite, c'est sur Cartoatlas. Donc Cartoatlas, en plus, vous avez ici en bas, à gauche, des informations sur la projection géographique utilisée. Donc ici, vous avez aussi consulter les résultats. Donc c'est là, donc je ne vous ai pas mis d'exemple là, mais si vous consultez les résultats, vous avez un tableau avec, pour cette journée-là, les latitudes, les longitudes, l'altitude du satellite, les angles solaires, etc. de toute cette orbite. Vous pouvez après tracer vous-même de votre côté. Et vous pouvez aussi télécharger le KMZ pour afficher tout ça sur Google Earth, et c'est ce que j'ai fait ici. Alors là, j'ai choisi 10 jours, parce que 10 jours, c'est le phasage de Jason 3. Donc à droite, vous avez les 10 jours de Jason 3. Et si j'avais par exemple tracé 20 jours, on aurait eu exactement la même figure, puisque Jason 3 est phasé 10 jours. Et ici, c'est ce que vous a montré Michel, c'est sur les 10 jours de Jason 3, si je fais un zoom dans Google Maps, je vois bien que la trace de Jason 3 passe bien sur Lampion. Alors, ce qu'il faut savoir entre les deux figures, c'est que ici, à gauche, sur Google Maps, ce sont des traces au sol, ici, donc le nadir au sol, alors que sur Google Earth, c'est la trace du satellite en vol. Donc on voit bien l'effet d'altitude ici. Jason est à une altitude de 1350 km au-dessus de la Terre, donc on voit bien cet effet-là. Donc Google Earth permet aussi d'animer. Donc là, j'ai animé une journée de Yazi sur Metopsé avec une fauchée perpendiculaire à la trace. C'est un angle de demi-fauchée de 47,8. Donc là, c'est des orbites montantes, on voit que c'est la nuit. Si on attend un petit peu, on voit que le satellite, donc le jour apparaît là ici sur le continent américain, et les orbites descendantes, on voit qu'elles sont ici, dans ce cas-là, de jour. Donc tout à l'heure, je vous ai montré la page web, on avait vu qu'il y avait traces simples, mais il y a différentes, dans la catégorie orbitographie, il y a différentes choses. Donc il y a traces aussi avec TSM, donc si je clique ici, j'ai exactement la même orbite, mais avec les couleurs ci-dessus, ici.
Donc, chaque couleur, c'est des heures en temps solaire moyen, des heures locales. Donc, avec en vert et bleu la nuit et en rouge et orange le jour. On peut faire exactement la même orbite, mais cette fois-ci avec la notation du jour. Donc là, moi, j'ai tracé un jour de Jason 3, mais comme j'ai commencé à 15h TU, j'ai deux couleurs. Donc la première couleur rouge, ce sera le premier jour jusqu'à minuit, et après, la deuxième couleur, ce sera le deuxième jour jusqu'à 15h TU. On peut aussi tracer avec la notation de l'éclipse. Donc ici, en vert, vous avez la nuit, donc c'est la nuit. En noir, ici, c'est toujours la nuit, mais sauf que le satellite n'est plus éclairé par le soleil, donc un observateur ne pourra pas le voir, alors qu'en vert, il pourra le voir. Et ici, vous avez la hauteur solaire, donc de 0 au début du jour à 90 au zénith. Et enfin, on a le suivi du satellite en temps réel, dont vous a parlé Michel tout à l'heure. Donc là, je vous ai fait une petite vidéo du suivi de Jason 3, donc j'ai accéléré la vidéo, hein. Mais en tout, il y a 6 minutes 20, alors que la vidéo dure 20 secondes. Donc ici, vous avez les longitudes et latitudes du satellite, le temps ici, l'altitude du satellite, la vitesse de la trace et la vitesse du satellite, plein d'autres informations. Donc vous avez, sur tous les satellites Ixion, cette vue en temps réel. Donc quand on choisit Carto Atlas, Ixion permet d'avoir le choix entre plusieurs dizaines de projections géographiques, mais en plus, pour chaque projection géographique, il y a énormément d'options. Donc là, je vous ai donné quelques options sur une projection Mercator. Donc là, par exemple, c'est toujours une journée de Jason 3. La projection de Mercator est centrée en 0,0. Là, elle est centrée en 0,127 ouest. En bas à gauche, j'ai fait un zoom centré sur 47 nord et 2 est, un zoom de facteur 6. Et en bas à droite, c'est la même qu'en bas à gauche, sauf que j'ai des continents haute définition. Donc il y a beaucoup d'autres options, mais là, c'est juste une illustration. Là, pareil, pour une projection géographique molluide. Donc là, elle est centrée en 0,0. Là, après, on a une option hémisphère 1+1, comme ici. On a une option terre interrupte océan, etc., etc. Donc là, je vous montre juste qu'on peut vraiment utiliser beaucoup d'options et beaucoup de projections géographiques quand on choisit Carto Atlas. C'est assez intéressant aussi cette projection, c'est vue satellite. Donc par exemple pour Jason 3, je l'ai centré là, donc c'est entre deux traces qui se croisent, donc 49 nord, 1,6 ouest. Et la hauteur, c'est 0,21 R. R étant le rayon de la Terre. Et si on fait cette multiplication, on trouve bien 1350 environ l'altitude de Jason. Donc les trois autres images, ce sont ce que voient trois géostationnaires, donc MSG4 qui est centré en 0,0, GOES 16 et GOES 17. Donc cette projection un peu particulière permet de voir vraiment ce que mesurent tous les géostationnaires. Donc voilà, il y a plein d'autres projections avec plein d'autres options. Je vous laisse essayer ça dans Ixion. Donc maintenant, on va passer à la partie application, qui est ici, avec deux choses. Donc, on vous a déjà parlé Michel, mais je vous explique comment on les obtient. Donc vue du satellite pour un lieu donné et coïncidence spatio-temporelle. Donc pour ça, si on clique tout à l'heure, là, si je clique sur vue satellite ici, vue satellite, je vais cliquer sur option avancée ici. Et je vais avoir donc le choix du nombre du jour que je veux tracer, de la date de début. Alors là, j'ai tracé un jour, je vous ai mis ici. La date de début, j'ai tracé aujourd'hui à partir de tout à l'heure. Parce que ça, c'est le choix du lieu géographique. Donc là, bon, en fait, l'adresse n'apparaît pas complètement, mais c'est là où je suis actuellement, l'école polytechnique. Le choix du cercle de visibilité. Alors là, j'ai choisi 15 degrés en cercle de visibilité. Donc c'est le rond bleu ici. Alors qu'est-ce que le cercle de visibilité? En fait, c'est la hauteur sur l'horizon. Donc ici, il faut qu'elle soit supérieure à 15 degrés pour que je puisse voir le satellite. Donc voilà, ici, donc c'est pour Jason 3, une journée. Donc j'ai 7 passages par jour. Donc là, j'ai sorti le fichier ASCII, parce que là, je ne l'ai pas mis, mais on peut cliquer, voir les résultats. Et si on clique voir les résultats, vous avez le fichier ASCII avec donc les 7 passages. Donc, par exemple, le premier passage que j'ai ici, il commence à 14h30. En fait, il a commencé un petit peu avant, mais comme moi j'ai fait débuter
la date de début à 14h30. Ici, sur l'image, je l'ai qu'à partir de 14h30, ici. Donc, voilà. Alors, le deuxième passage, c'est un passage de nuit, donc 5h02 du matin jusqu'à 5h15 du matin, heure française. Donc, c'est celui qui est en vert ici. Et donc, il n'est pas en position d'éclipse, sinon il aurait été en noir. Et s'il avait été en position d'éclipse, on ne l'aurait pas vu. Ici, il n'y a rien parce que ce sont des passages de jour, donc on ne voit pas le satellite à l'œil nu. Donc, une autre information ici, c'est moi, je suis donc à l'école polytechnique. Cette nuit, au plus près, la trace de Jason 3 va passer à 1001 km d'où je suis, avec une hauteur max là, de 45,8. Donc, on a aussi l'azimut, c'est-à-dire savoir où dans le ciel je vais regarder pour pouvoir voir Jason 3. Donc, c'est 113,8, donc c'est-à-dire que je vais regarder ici. Donc, c'est par rapport au nord, l'azimut. Donc, je vais regarder un petit peu dans mon sud-est. Donc, voilà pour la vue de satellite. Maintenant, les coïncidences spatio-temporelles. Donc, la coïncidence spatio-temporelle, c'est la superposition des traces de deux satellites dans l'espace et dans le temps. Donc, pareil, si je clique sur coïncidence spatio-temporelle et sur option avancée, je choisis d'abord deux satellites. Alors ici, j'ai choisi Mégatropique et Terra. Je choisis aussi le nombre de jours. Donc ici, j'ai choisi une journée, la date de début. L'écart de temps, c'est-à-dire pour avoir la localisation temporelle. Ici, j'ai choisi 5 minutes. C'est-à-dire que les mesures, pour qu'on ait des résultats, il faut que les mesures entre les deux instruments, donc j'ai Scarab sur Mégatropique et CRS sur Terra, et mesurer la même scène à plus ou moins 5 minutes. Et enfin, donc j'ai choisi aussi la largeur des fauchés. Donc là, j'ai pris Scarab sur Mégatropique, 2200 km, et CRS sur Terra, 2400 km. Et donc voilà le type de résultat qu'on obtient. Donc ici, pour cette journée, vous avez des colocalisations, des coïncidences de nuit en vert et bleu, et des coïncidences de jour en rouge et orange. Et pareil, hein, ici, vous pouvez consulter les résultats. Et vous avez le fichier ASCII avec tous les résultats. Donc pour terminer, je vais vous montrer ce qu'on peut obtenir dans cette petite partie échantillonnage. Donc je vais vous montrer d'abord tableau mensuel et les tableaux statistiques. Donc pareil, il suffit de cliquer sur tableau mensuel, de choisir votre satellite, de cliquer sur tableau mensuel, de cliquer sur option avancée, et on a ce genre de tableau. Alors, dans option avancée, toujours pareil, on choisit le nombre de jours, la date de début, enfin, etc., etc. Et on obtient ce genre de graphique. Alors, en ordonnée ici, vous avez les jours. Donc là, c'est de 1 à 31. Alors moi, je n'ai pas commencé le premier du mois, j'ai commencé aujourd'hui, le 7 juillet. Donc ici, par exemple, c'est le 9e jour à partir d'aujourd'hui. Et en abscisse, vous avez les heures locales, en solaire moyen, donc de 0 à 24. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails comme Michel ne l'a pas fait non plus, mais et de toute façon, ici, c'est trop petit sur mon schéma. Mais il y a d'autres informations que vous verrez si vous cliquez sur Ixion. Alors oui, dans Ixion, quand vous avez ce genre d'image, il faut cliquer sur l'image, et là, vous avez l'image en grand. Donc là, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que par exemple, le 9e jour, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je glisse ici mon curseur. Ah, ici, j'ai première visibilité de Scarab. Oui, j'ai choisi Scarab ici, de Scarab sur Mégatropique. C'est environ à 1h30. Ensuite, un deuxième passage de Scarab sur Mégatropique à 3h30. Donc ces passages-là, j'ai choisi le lieu, donc c'est 10 degrés nord et 0 degré de longitude. Donc déjà là, j'ai 3 passages. Ensuite, de 5h30 TSM jusqu'à 19h, je n'ai plus aucun passage. Et j'ai à nouveau 3 passages après 19h. Donc voilà, donc comme vous l'a dit Michel, ce cycle-là, donc là on voit que ça se décale. On voit bien que ça se décale ici. Donc le cycle de précession de Mégatropique, c'est 51 jours. Donc ça veut dire que si j'avais tracé 51 jours, j'aurais eu la totalité du cycle et qui se serait répété tous les 51 jours. Donc là, je vous ai montré le 9e jour, je n'avais aucune mesure de jour, et j'en avais 6 de nuit.
Et si j'avais continué le cycle, à un moment, je serais arrivé à avoir que des mesures de jour, comme vous l'a montré Michel tout à l'heure. Alors pour Aqua, c'est un petit peu plus simple, puisque Aqua est un satellite héliosynchrone qui passe à la même heure temps solaire moyen pour quand on choisit une latitude de données. Donc ici, c'est 10 degrés nord, donc il passe à environ 1h30 ici. Un premier passage à 1h30 en orbite descendante et un deuxième passage à 13h30 en orbite montante. Alors comment je sais que c'est une orbite descendante et montante? Bon, là, on ne le voit pas trop, mais il y a des petits triangles qui sont orientés vers le bas ou vers le haut. Donc voilà la différence entre Mégatropique et Aqua, deux satellites différents, un satellite héliosynchrone à droite et Mégatropique à gauche. Donc ici, ce sont les tableaux statistiques qu'on peut obtenir. Donc pareil, j'ai cliqué sur options avancées. Donc pareil, j'ai quelques options que je peux choisir. Donc ici, j'ai choisi Scarab sur Mégatropique. Alors Mégatropique a une inclinaison de 20 degrés. C'est-à-dire qu'il doit être marqué là, c'est un petit, vous ne voyez pas. Mais il a une inclinaison de 20 degrés. C'est-à-dire que le nadir de Mégatropique ne va pas plus haut que 20 degrés nord ici et plus bas que 20 degrés sud ici. Mais là, j'ai choisi Scarab. Et Scarab a une fauchée d'environ, une demi-fauchée d'environ 1000 km de part et d'autre du nadir du satellite. Donc, comme il a une fauchée de 1000 km, Scarab mesure, lui, jusqu'à 30 degrés nord et jusqu'à 30 degrés sud. Donc, c'est pour ça que ce schéma sur Mégatropique va de 30 degrés nord à 30 degrés sud. Alors, comment il se lit? Ici, à gauche, vous avez la latitude, donc de 30 degrés nord à 30 degrés sud. Et en abscisse, vous avez le nombre moyen de passages par jour. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais choisi 10 degrés nord et je vous avais dit qu'il y avait le 9e jour à partir d'aujourd'hui, il y avait 6 passages de Mégatropique, de Scarab sur Mégatropique. Et là, on retrouve bien ce nombre 6. Enfin, en réalité, il y en a 6,5, c'est-à-dire que certains jours, il y en a 6 et d'autres, il y en a 7. Donc, pour terminer, juste une petite chose, c'est que vous avez aussi dans cet encart à gauche tous les satellites dans votre ciel. Alors, qu'est-ce que c'est? Si vous cliquez dessus, vous avez le choix des catégories de satellites. Donc là, j'ai pris tous les satellites, mais vous pouvez les orbites basses, les géostationnaires, choisir différentes catégories. Donc là, je suis toujours à Palaiseau. Donc le cercle de visibilité, donc la hauteur minimale sur l'horizon est 15 degrés toujours. J'ai choisi le départ ce soir à 20h TU, parce que je veux voir ce qui se passe cette nuit dans mon ciel. Donc c'est 22h heure française. Et j'ai choisi 3 heures d'observation. Donc voilà ce que ça me donne. Donc ici, je répète ce que j'ai choisi. Et Ixion me dit que cette nuit, entre 20h TU et 23h, il va dans mon ciel, avec ce cercle de visibilité de 15 degrés, il va passer 695 satellites. Donc par exemple, ici j'ai Metopsé, et si je clique dessus, j'ai la vue du satellite que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, Metopsé, je vois qu'il va passer entre 20h43 et 20h49. Alors là, la visibilité effective, c'est-à-dire qu'il n'est pas comme il passe aussi entre 20h43 et 20h49, je peux le voir, il ne va pas être en éclipse. D'ailleurs, ici, si on clique sur Metopsé, on voit bien que la couleur est en vert. S'il avait été en éclipse, ce sera en noir. Donc, juste une petite remarque, une dernière petite remarque. Si je choisis cette ligne-là, Météosat, évidemment, c'est un géostationnaire et que par rapport à moi, il est fixe. Évidemment, je vais le voir de 20h à 23h puisque j'ai choisi mes 3 heures entre 20h et 23h. Donc voilà, c'est fini pour moi. Merci Olivier. Je vais passer la parole maintenant à Vincent, donc, qui va vous présenter une application d'Ixion, disons, la manière dont on utilise les sorties d'Ixion pour, par exemple, pour le support aux campagnes de mesure sur le terrain, pour prévoir les passages des satellites et représenter même les passages des satellites en lien avec les instruments de mesure qui sont déployés pendant les campagnes. Ok. Donc, bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter en fait comment vous pouvez utiliser Ixion dans vos programmes.
grâce à l'API Ixion. Et puis aussi, comme a dit Karim, après je vais vous montrer des exemples concrets pour, comment on l'utilise à l'UPSL pour les sites web, de campagne, pour les sites web post-campagne. Donc, voilà. Donc, voilà, donc l'API Ixion, je vous ai mis l'URL en en-tête. Donc elle offre la possibilité d'être, enfin Ixion offre la possibilité d'être requêté via une API. Les résultats sont envoyés en ASCII, soit en format, on va dire colonne, type CSV, soit en format JSON. Donc en fait, le format JSON, il permet facilement en fait d'intégrer les résultats dans des applications web. Voilà, donc c'est l'avantage. Donc il y a deux types de requêtes possibles, orbitographie et skyplot. Orbitographie, c'est les traces de l'orbite. Et skyplot, c'est un petit peu, Vincent, on a encore un problème d'écran. Ah, mince. Alors, comme tout à l'heure, est-ce que vous pouvez lever la main, tous ceux qui ne voient pas l'écran de Vincent? Ok, bon. Alors, on va refaire la même manip que tout à l'heure en espérant que ça fonctionne. C'était dû à quoi? Est-ce que là, ça fonctionne? Oui, apparemment, ça fonctionne, me dit Albert. Voilà, on peut continuer. Ok. Ok, donc je reprends. Alors, tac. Oui, donc voilà, donc j'arrête juste au deuxième slide. Donc dans l'entête du slide, vous retrouvez l'URL vers l'API Ixion. Donc ce que je disais qu'il y a deux types de requêtes possibles, celle de la trace de l'orbite et celle de la vue locale. Donc voilà, vous pouvez retourner ces formats, ces résultats au format JSON, ce qui peut être utile pour les mettre directement dans les applications web. Là, je vous ai mis deux exemples de requêtes via des commandes wget et curl. Là, j'ai pas mis d'exemple JavaScript qui permettrait d'appeler directement l'API Ixion, mais c'est assez simple aussi. Donc là, j'ai mis la liste des paramètres pour l'interrogation de l'API Ixion pour la trace des orbites. J'ai différents paramètres, je ne vais pas les rappeler en détail. Enfin, Olivier vient d'en parler. On trouve le nom du satellite, la date, step, etc. Mais même les lignes NORAD. Voilà. Le deuxième, c'est donc pour la vue locale. Donc là aussi, le nom du satellite, où on se trouve, soit le lieu, soit latitude, longitude, et le date time. Voilà. Ensuite, donc voilà, comment nous on utilise Ixion à l'IPSL. Enfin, on utilise principalement dans deux types d'applications. En fait, c'est pour les sites web de campagne, donc afin de connaître les passages de certains satellites en lieu donné. Voilà, ça nous permet de corréler ça avec les mesures de terrain et de savoir quand on doit effectuer les mesures sur le terrain. Et puis ça nous sert aussi pour les applications qu'on va appeler post-campagne, c'est-à-dire qu'avec les trajectoires fournies, on peut rejouer toute la campagne et savoir où était quel satellite, au-dessus de quelle plateforme, quel instrument. Donc voilà. Donc ensuite, je vais essayer de passer une petite vidéo où je montre un peu ces différents sites web. Donc pour commencer, donc voilà, là c'était voilà, ça c'est le site web de campagne de Stratéol 2. Donc c'était une campagne de ballon stratosphérique qui a eu lieu fin 2019, début 2020. Donc on peut sélectionner les trajectoires des ballons, les prévisions de trajectoire des ballons, on peut sélectionner donc les prévisions des trajectoires satellites. On peut, comme l'image de fond, on peut aussi mettre les prévisions, là c'est les prévisions ECFWF. Et voilà, donc ça donne tout un tas d'informations, quand on doit lâcher le ballon, ou etc. Voilà. Donc là c'est la même chose, ça c'est sur le site web de campagne de la campagne Eureka qui a eu lieu en début d'année. Donc là c'est pareil, on peut avoir les prévisions des satellites à J+1, là, voilà, on sélectionne, et ça peut cliquer sur les petits points, et ça nous donne exactement la date et l'heure à laquelle va passer le satellite. Donc là, voilà, ça c'est les applications 3D, c'est des applications web 3D qui permettent là de rejouer la campagne.
donc de suivre les différents instruments au sol. Donc là, c'était une campagne qui avait lieu à la Barbade, avec beaucoup d'avions, beaucoup de bateaux, etc. Donc là, je vais laisser défiler un petit peu. On voit les satellites passer. Enfin, voilà. Je ne vous cache pas que c'est un côté un petit peu ludique. Hein, mais voilà, ça permet de faire ce genre de choses. On voit Calypso qui passe au fond. Voilà. Donc ça, c'est des observations satellites qui étaient très utilisées pendant la campagne, le lidar Calypso et les images fournies entre autres par Aster, qui est sur le satellite Terra. Bon, ça défile un petit peu, il n'y en a pas pour longtemps. Donc là, on suit le satellite Terra qui passe au-dessus de la Barbade, ou pas loin en tout cas. Voilà. Donc on finira avec ces quelques images. Alors en fait, le problème de... Bon, là, il y a des bateaux qui volent, il y a quelques bugs. Voilà. Alors le problème de cette application Web 3D, c'est qu'elle est très gourmande pour les navigateurs web. Donc on développe en parallèle une application EDD qui est beaucoup plus légère, qui arrive après normalement. Enfin, une application 2D type classique, type Google Maps, où là-dessus on voit Terra qui passe au-dessus de la Barbade. Et si on zoome, on voit les images en fait qui sont fournies par l'instrument Aster qui est sur le satellite Terra qui vient de passer. Voilà. Voilà, les images sont un peu décalées avec la trace, mais c'est normal. Cet instrument n'est pas aligné vers le nadir. Voilà. Puis là, on clique sur les images. On peut aussi récupérer les données de ces images de haute résolution. Voilà pour l'exemple des applications. Et j'en ai fini. Voilà. Merci Vincent. Donc, la présentation de Vincent conclut la phase présentation du webinaire.